was sick unto death, with that long agony, and they at length bound me, brisé jusqu'à la mort par cette longue agonie. Quand enfin il me délièrent et qu'il me fut permis de m'asseoir, je sentis que mes sens m'abandonnaient. La terrible sentence de mort fut la dernière phrase distinctement accentuée qui frappa mes oreilles. Après quoi, le son des voix des inquisiteurs me parut se noyer dans le bourdonnement indéfini d'un rêve. Ce bruit apportait dans mon âme l'idée d'une rotation, peut-être à cause que dans mon imagination je l'associais avec une roue de moulin. Mais cela ne dura que fort peu de temps, car tout d'un coup je n'entendis plus rien. Toutefois, pendant quelque temps encore, je vis, mais avec quelle terrible exagération, je voyais les lèvres des juges en robe noire. Elles m'apparaissaient blanches, plus blanches que la feuille sur laquelle je trace ces mots, et minces jusqu'au grotesque, amincies par l'intensité de leur expression de dureté, d'immuable résolution, de rigoureux mépris de la douleur humaine. Je voyais que les décrets de ce qui pour moi représentait le destin coulaient encore de ses lèvres. Je les vis se tordre en une phrase de mort. Je les vis égarer les syllabes de mon nom, et je frissonnais, sentant que le son ne suivait pas le mouvement. Je vis aussi pendant quelques moments d'horreur délirante la molle et presque imperceptible ondulation des draperies noires qui revêtaient les murs de la salle. Et alors ma vue tomba sur les 7 grands flambeaux qui étaient posés sur la table. D'abord, ils revêtirent l'aspect de la charité et m'apparurent comme des anges blancs et sveltes qui devaient me sauver. Mais alors, et tout d'un coup, une nausée mortelle envahit mon âme et je sentis chaque fibre de mon être frémir comme si j'avais touché le fil d'une pile voltaïque. Et les formes angéliques devenaient des spectres insignifiants avec des têtes de flammes, et je voyais bien qu'il n'y avait aucun secours à espérer d'eux. Et alors se glissa dans mon imagination comme une riche note musicale l'idée du repos délicieux qui nous attend dans la tombe. L'idée vint doucement et furtivement, et il me sembla qu'il me fallut un long temps pour en avoir une appréciation complète. Mais au moment même où mon esprit commençait enfin à bien sentir et choyer cette idée, les figures des juges s'évanouirent comme par magie. Les grands flambeaux se réduisirent à néant. Leurs flammes s'éteignirent entièrement. Le noir des ténèbres survint. Toutes sensations parurent s'engloutir comme dans un plongeon fou et précipité de l'âme dans l'Hadès, et l'univers ne fut plus que nuit, silence, immobilité. Then silence and stillness and night was a universe. La phrase de Poe est à l'envers. Alors le silence, le calme et la nuit devinrent l'univers. Et l'univers ne fut plus que nuit, silence, immobilité. Je ne pouvais pas faire autrement pour entrer dans le puits et le pendule que lire ces 2 premières pages. C'est un texte au demeurant assez long, ce qui est surprenant parce que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pages, c'est long pour Edgar Poe. Et c'est juste surprenant parce que ce qui en reste, c'est tellement restreint. C'est cette image de la lame tranchante
dans ce mouvement de pendule qui se rapproche du corps du prisonnier. Et quand il arrive à se libérer, c'est les parois qui se restreignent. Vous savez, il y a cet envahissement de rats, il y a cet artifice narratif. C'est le seul où on lui a laissé une espèce de plat, de truc en sauce à bouffer, et il arrive à chasser les rats de ce qui lui vole cette écuelle et à graisser ce qu'il y a dans son écuelle sur les sangles qui le maintiennent. Alors les bestioles viennent bouffer les sangles, mais quand il arrive à se libérer, il découvre que non, les bourreaux avaient prévu ça. Et à mesure que l'espace se restreint, il y a ce puits. Et pas d'autre solution que se jeter dans le puits, affronter cette souffrance ou cette intenable, et donc réduire ce qui est l'ultime geste du bourreau. Quand le prisonnier comprend que faire lui-même le choix de sa mort en se jetant dans le puits, c'est la dernière punition. La dernière punition, c'est de choisir soi-même le geste faussement libre de se jeter. Voilà, j'ai résumé en 10 lignes, en pitch, le puits et le pendule. Dans un monde où on vous demande de faire des pitchs sur tout, de tout, et que tout doit être réduit à cette dimension de pitch, même les vidéos YouTube. Ce que je ne ferai pas. Alors, est-ce que je spoil l'histoire ? Non, parce que vous n'avez pas la fin. Est-ce qu'il se jette ou pas? Et puis qu'est-ce qu'il fait là? Et qui est-ce qu'il a installé là? Donc ça ne dispense pas d'aller voir les 15 pages. J'ai quand même une histoire à raconter. Quand j'ai retrouvé ces pages, j'en ai déjà parlé, une longue éclipse, ces textes découverts vers mes 12-13 ans, probablement relus vers la première, la terminale, c'est-à-dire c'était des compagnons de proximité, les histoires extraordinaires, les nouvelles histoires extraordinaires. Mais est-ce que c'est un problème ou un paradoxe dans les livres qui sont des accumulations de nouvelles? Ça vaut pour Maupassant, ça vaut pour Cortázar, qui est peut-être le plus géant recueil de nouvelles que j'ai là autour de moi. On a tendance à relire toujours les mêmes. Et le puits et le pendule, et quand j'ai acquis ce livre, donc en 1980, j'avais 27 ans, j'avais commencé vraiment ce qui deviendrait mon manuscrit. Ce qui était fort, c'était de retrouver l'émerveillement de la lecture à 10 ou 12 ans. Je reprenais des traces où je me retrouvais dans moi-même parce que je marchais sur des traces que j'avais déjà empruntées. En même temps, je découvrais un Edgar Poe qui n'était pas celui, forcément, que j'avais lu à 12 ou 13 ans. Je ne connaissais pas Baudelaire. Je n'avais pas cette aspiration à la langue que je trouve dans Baudelaire. Il y a cette espèce de hiatus permanent, cette espèce de secret permanent qui appelle et brasse dans ce qu'il y a loin autour. Et c'est ça la langue, c'est ça, dans cette économie rigide de l'alexandrin, réinventer toutes les souplesses. Et dans Edgar Poe, ce que je lisais, c'est que ce que Baudelaire trouvait de liquide, de secret, de sombre, de ce hiatus sonore permanent qui pouvait se développer dans des longueurs, dans toutes ces asymétries, toutes ces syncopes qu'il trouvait dans la majesté des fleurs du mal. Eh bien, c'est dans ces traductions d'Edgar Poe qu'il avait pu les inventer parce qu'Edgar Poe lui en proposait la matrice, y compris dans cette matrice extrêmement abstraite qui est celle du puits et du pendule. C'est-à-dire cette chose tranchante qui s'approche de vous, sanglée sur une table, ou bien ce trou tombant dans l'abîme, garantie de mort certaine mais horrible, que vous finirez par choisir parce que plus rien n'est supportable du volume qui se rétreint. Et ce qui est juste étrange, c'est que quand j'ai relu ces pages, c'est venu comme un très lointain souvenir, un très profond souvenir. Et ce qu'il y avait d'étrange dans ce souvenir, c'est que je me souvenais des figures de ces pages. Je me souvenais de cette ouverture, le jugement, le tribunal.
Et ce qui est fascinant dans ces 2 premières pages, c'est qu'on en sort presque dans des conditions d'hyperesthésie. Tous les signes, tous les détails sont associés à une perception auditive. On n'en peut plus. Cette chose qui vous prend, et vous avez vu par exemple ce début, « I was sick », j'étais malade, dit Edgar Poe. J'étais brisé, dit Baudelaire. Il prend une décision, il écarte le texte de son point de départ, mais pour mieux le retrouver. Alors, c'était ça mon souvenir enfoui. Et ensuite, avec cette double figure qui est tellement centrale dans le puits et le pendule, c'est que ces pages, je les avais comme censurées. Je les avais lues à 12 ans, 13 ans, et je portais toujours en moi, plus de 10 ans après, mais ça veut dire la même étendue de vie que vous redoublez. 13 fois 2, 26, 13 plus 13, avoir porté tout ce temps, de ne plus se souvenir ou avoir lu cette figure obsessive de la condamnation à mort, de l'impossibilité d'échapper à cette condamnation à mort, et que ça vient tout doucement, ça vient irrépressiblement, pas moyen d'échapper, et quand par sursaut vous arrivez avec cette espèce de miracle, à condition d'accepter que le grouillement des rats vienne sur vous, alors cette solution qui vous est proposée est encore pire. C'est plus la mort imposée, celle qui tranche, c'est préférer se jeter soi-même dans le puits plutôt que laisser ça continuer. Eh bien, je relisais ces pages comme d'avoir toujours cherché quelque part à l'intérieur de moi où j'avais pu les lire, et sans jamais pouvoir identifier d'où je tenais ce souvenir vague, mais si précis. Qu'il me soit venu d'un livre, certainement. Mais le souvenir était tel et si aigu, si précis, que j'avais enlevé le livre. Alors j'en ai parlé aussi, une grande chance de mon itinéraire, un peu plus tard, un peu après Edgar Poe, mais probablement vers la seconde. Pour moi, c'est associé à mai 68, puisque c'est le changement de société qui créait ça. C'était un dessin du caricaturiste Sampé dans Paris Match, un numéro ouvert par hasard, avec 2 personnages. C'était la bonne bourgeoisie, mais moi je découvrais ce dessin, m'émerveillait, parce qu'il y avait des livres jusqu'au plafond. J'imaginais pas de pièces avec des livres jusqu'au plafond. Et ces 2 personnages, avec une fenêtre ouverte sur une terrasse et un jardin, l'un disait à l'autre « Ah, nous vivons vraiment un monde kafkaïen ». Et là, j'avais kafkaïen, tu cherches dans le dictionnaire, tu trouves lié au récit de Kafka. Et donc, Maison de la Presse de la Tranche-sur-Mer, là où très bon, probablement j'avais acheté ces 2 livres de poche avec l'argent sollicité de mes parents, qui ont toujours été volontiers là dans ces aventures. Les histoires extraordinaires et les nouvelles histoires extraordinaires. Rien d'autre, pas plus. Pas Arthur Gordon Pym, etc. Ça, je le découvrirai bien plus tard. Histoire grotesque et sérieuse. J'aurais pas imaginé que ça existait avant d'avoir le Pléiade. J'achète le procès, et là, je m'enfourne. Et puis ensuite, ce sera le reste de Kafka. Donc Kafka m'accompagne dès mes 15 ans. Après, dans l'Éclipse, lui aussi reste en retrait. Mais quand, à 26 ans, je rouvre la porte de la lecture, Kafka est le premier. Je reprends comme si il s'était rien passé en 10 ans. Tu en étais là dans Kafka, tu ouvres Kafka et tu continues. Et le puits et le pendule, je le retrouve tout le temps dans Kafka. Parce que quoi ? Parce que quoi condamne cet homme ? Parce que qui condamne cet homme ? Est-ce que ce qui le condamne, est-ce qu'il y a une culpabilité ? Est-ce qu'il y a une raison qu'on lui inflige ce châtiment ? Qu'est-ce qui, en lui, a provoqué qu'on le châtie, qu'on prononce sur lui la peine de mort ? Eh bien ça, c'est une question kafkaïenne. C'est la question posée au début du procès, rendue plus abstraite et ouverte dans le château, mais c'est la question qu'on trouve dans la colonie pénitentiaire. Et la colonie pénitentiaire de Franz Kafka et The Pit and the Pendulum d'Edgar Poe sont pour moi des textes jumeaux.
J'ai pas encore été chercher dans sa correspondance, dans son journal, comment et où Franz Kafka parle d'Edgar Poe. Je suis même pas sûr que ce soit venu sur sa route. Mais ces surgissements jumeaux, c'est un mystère encore plus. La vibration du pendule avait lieu dans un plan faisant angle droit avec ma longueur. Je vis que le croissant avait été disposé pour traverser la région du cœur. Il éraillerait la serge de ma robe, puis il reviendrait et répéterait son opération encore et encore. Malgré l'effroyable dimension de la courbe parcourue, quelque chose comme 30 pieds, peut-être plus, et la sifflante énergie de sa descente, qui aurait suffi pour couper même ces murailles de fer. En somme, tout ce qu'il pouvait faire pour quelques minutes, c'était dérailler ma robe. Et sur cette pensée, je fis une pause. Je n'osais pas aller plus loin que cette réflexion. Je m'appesantis là-dessus avec une attention opiniâtre, comme si par cette insistance, je pouvais arrêter là la descente de l'acier. Je m'appliquais à méditer sur le son que produirait le croissant en passant à travers mon vêtement, sur la sensation particulière et pénétrante que le frottement de la toile produit sur les nerfs. Je méditais sur toutes ces futilités jusqu'à ce que mes dents fussent agacées. Plus bas, invariablement, impitoyablement plus bas. Il vibrait à 3 pouces de ma poitrine. Je m'efforçais violemment, furieusement, de délivrer mon bras gauche. Il était libre seulement depuis le coude jusqu'à la main. Je pouvais faire jouer ma main. Je n'avais échappé à la mort sous une espèce d'agonie que pour être livré à quelque chose de pire que la mort sous quelque autre espèce. À cette pensée, je roulais mes yeux convulsivement sur les parois de fer qui m'enveloppaient, quelque chose de singulier, un changement que d'abord je ne pus apprécier distinctement se produisit dans la chambre. C'était évident. Durant quelques minutes d'une distraction pleine de rêves et de frissons, je me perdis dans de vaines et incohérentes conjectures. Pendant ce temps, je m'aperçus pour la première fois de l'origine de la lumière sulfureuse qui éclairait la cellule. Elle provenait d'une fissure large à peu près d'un demi-pouce qui s'étendait tout autour de la prison à la base des murs, qui paraissait ainsi et était en effet complètement séparée du sol. Je tâchais, mais bien en vain, comme on le pense, de regarder par cette ouverture. Comme je me relevais, découragé, le mystère de l'altération de la chambre se dévoila tout à coup à mon intelligence. J'avais observé que, bien que les contours des figures murales fussent suffisamment distinctes, les couleurs semblaient altérées et indécises. Ces couleurs prenaient à chaque instant un éclat saisissant et très intense qui donnait à ces images fantastiques et diaboliques un aspect dont auraient frémi des nerfs plus solides que les miens. Des yeux de démons d'une vivacité féroce et sinistre étaient dardés sur moi de 1000 endroits où primitivement je n'en soupçonnais aucun, et brillaient de l'éclat lugubre d'un feu que je voulais absolument, mais en vain, regarder comme imaginaire. Imaginaire ? Il me suffisait de respirer pour attirer dans mes narines la vapeur du fer chauffé. Une odeur suffocante se répandit dans la prison. Une ardeur plus profonde se fixait à chaque instant dans les yeux dardés. Sur mon agonie, une teinte plus riche de rouge s'étalait sur ces horribles peintures de sang. J'étais haletant. Je respirais avec effort. Il n'y avait pas à douter du dessein de mes bourreaux, ô les plus impitoyables, ô les plus démoniaques des hommes. Je reculai loin du métal ardent, vers le centre du cachot. En face de cette destruction par le feu, l'idée de la fraîcheur du puits surprit mon âme comme un baume. Je me précipitai vers ces bords mortels. Je tendis mes regards vers le fond. L'éclat de la voûte enflammée illuminait ses plus secrètes cavités. Toutefois, pendant un instant d'égarement, mon esprit se refusa à comprendre la signification de ce que je voyais. À la fin, cela entra dans mon âme de force.
victorieusement. Cela s'imprima en feu sur ma raison frissonnante. Oh, une voix pour parler. Oh, horreur, oh, toutes les horreurs, excepté celle-là. Avec un cri, je me rejetai loin de la margelle et, cachant mon visage dans mes mains, je pleurais amèrement. Imaginaire, imaginaire, libre, libre. Il brillait de l'éclat lugubre d'un feu que je voulais absolument, mais en vain, regarder comme imaginaire. Imaginaire, il y a ce redoublement du mot dans Edgar Poe. A fire that I could not force my imagination to regard as unreal. Unreal. Ou Poe a écrit to force my imagination to regard as unreal. Forcer mon imagination à le considérer comme irréel. Irréel. Et Baudelaire, que je voulais absolument, mais en vain, regarder. Et comme le mot regarder vient jouer avec to regard. Alors tous ces braves gens, ils nous disent c'est des contresens, ils ne savaient pas l'anglais. Non, mais ils savaient la langue. Et unreal, imaginaire, s'il enlève le mot imagination et qu'au lieu de unreal, il vient recharger avec imaginaire, c'est même le air de unreal qui vient emmener tout le morceau. Le puits et le pendule reste à jamais un de mes textes totalement et secrètement fétiche, insoluble.